Salut, tu aimes les plantes, les déguisements, tu trouves ça foufou? Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne. Cette vidéo fait partie d'une série sur les adéniums, où l'on fait le tour de ce qui est bon à savoir sur les roses du désert, en suivant leur croissance à partir de la graine. Chaque épisode est tout à fait regardable séparément. Aujourd'hui, on parle surtout de la taille, mais aussi de la cannelle et de l'endomycorhize. Nos adéniums sont maintenant âgés de 2 mois. Certains de mes adéniums se sont bien ramifiés, avec beaucoup de départs de petites branches. Ils sont bien partis pour avoir une forme idéale, avec un gros codex, sans que j'intervienne. Évidemment, ils n'ont pas tous aussi fière allure. Beaucoup d'entre eux refusent de développer des branches. Cela est dû au mode de développement du baobab chacal. La rose du désert se développe à partir de son bourgeon principal, l'apex, qui signifie sommet en latin. C'est ce que les cultivateurs et les botanistes appellent la dominance apicale. Cette stratégie évolutive permet aux plantes ayant besoin de beaucoup de lumière de tiger pour sortir d'une zone d'ombre. C'est le cas pour le maïs, la tomate, le tournesol et bien des plantes. Avec de bonnes conditions, les adéniums se ramifient naturellement. Mais s'ils se mettent à tiger, il va falloir les tailler, les pincer si vous préférez, et ainsi obtenir une plante bien trapue et pleine de feuilles. L'originalité et la beauté de l'adénium résident pour beaucoup dans la grosseur de son codex, plus que dans sa magnifique floraison. Malheureusement, en sélectionnant certains cultivars pour que la fleur ressemble de moins en moins à la fleur de l'adénium sauvage, les cultivateurs ont fini par sélectionner des variétés avec un codex moins impressionnant. Avec un large codex et de nombreuses branches basses, l'adénium a vraiment un style unique. En général, avec les plantes, il est souvent urgent de ne rien faire. Et effectivement, vous pouvez laisser partir vos adéniums en tige pour les rabattre par la suite. Mais en attendant, vos adéniums auront l'air un peu chétifs et dénudés. Mais il est possible de tailler vos petits plants très tôt. Vers 3 mois, c'est l'idéal. Mes petits plants n'ont que 2 mois, mais ils sont très bien développés, je trouve. Alors je vais les pincer dès à présent. Avant, cela aurait été prématuré. Ils étaient trop faibles et cela aurait affecté leur croissance. À ce stade, la taille va être bénéfique. Elle va aider au développement des racines et les ramifications latérales vont embellir les petits plants. Même si on utilise des outils de coupe, on emploie toujours le terme pincer pour couper l'apex d'une plante. Il est important de désinfecter ces outils de coupe avec du désinfectant ou du savon. J'utilise un cicatrisant horticole. On peut aussi utiliser de la super glue. Mais en cas de débordement, dans ce cas-ci, c'est très risqué. D'autres utilisent de la cire chaude de bougie qu'ils font couler sur la plaie. Ou encore du miel, mais il ne faut pas avoir peur des invasions de fourmis. Vous avez remarqué que comme tout le monde, j'utilise de la cannelle pour lutter contre les attaques fongiques potentielles. Mais pourquoi utiliser une épice? Et comment la cannelle agit-elle? Les canneliers, les arbres dont est extrait l'écorce pour produire la cannelle, vivent dans les régions tropicales chaudes et humides.
Ils ont donc besoin de lutter efficacement contre les champignons pathogènes qui ont la belle vie sous ces latitudes. C'est pourquoi les canneliers produisent pour se défendre le cinnamaldéhyde. Et si la cannelle a un goût et une odeur aussi fortes, c'est pour repousser les insectes xylophages et autres animaux. Le cinnamaldéhyde protège l'écorce du cannelier de 3 façons différentes. Il provoque des interférences avec la membrane cellulaire des champignons. Le cinnamaldéhyde perturbe la structure des membranes cellulaires des agents fongiques, les rendant plus fragiles et perméables. Il peut aussi inhiber certaines enzymes essentielles à la croissance et à la reproduction des champignons. Le cinnamaldéhyde peut induire un stress oxydatif dans les cellules fongiques, endommageant à la fois les protéines, les lipides et l'ADN, ce qui peut conduire à la nécrose des tissus des champignons et à la mort de ceux-ci. Bref, la cannelle est un incontournable des cultivateurs d'adénium. Il existe d'autres produits extraits d'autres végétaux indispensables, comme l'huile de nem, extraite des graines du margousier ou lilas des Indes. L'huile de nem est à la fois un insecticide, un répulsif, un fongicide, un fertilisant et un lustrant. C'est un peu la solution à tout. Et c'est très efficace. Elle s'applique en pulvérisation foliaire et résout bon nombre de problèmes au niveau du feuillage. Sur ce petit plan, qui a aussi 2 mois, il n'y a pas la moindre petite trace du début d'un bourgeon qui pourrait donner naissance à une branche. Je décide, sans plus de raison que ça, de le tailler juste au-dessus du 4e étage de feuilles. Si je fais attention à ne pas mettre de la cannelle partout, et surtout sur mon substrat, c'est uniquement parce que j'utilise de la fibre de coco enrichie en mycorhizes. Et la cannelle pourrait perturber la relation symbiotique qui est censée s'être établie. D'après bon nombre de cultivateurs, les adéniums feraient des associations symbiotiques par endomycorhize. Et si cela booste la santé des adéniums, c'est aussi un bon moyen de lutter contre les attaques fongiques. Même si cela peut paraître paradoxal, les champignons mycorhiziens offrent une protection de plusieurs façons contre les attaques fongiques. Tout simplement parce qu'ils occupent déjà le terrain. Les mycorhizes peuvent concurrencer les pathogènes fongiques pour les ressources et l'espace. Les mycorhizes peuvent aussi produire des composés qui inhibent la croissance des champignons pathogènes. Et puis les plantes mycorhizées montrent souvent une meilleure réponse immunitaire, rendant l'adénium plus résistant. Il faut savoir que dans cette relation symbiotique, si la mycorhize pénètre les racines de l'adénium, elle ne transperce pas du tout les cellules de la plante comme le ferait un champignon pathogène. Quand le champignon mycorhizien pénètre une cellule de la racine, la membrane plasmique de la plante s'invagine tout autour de l'arbuscule que forme le champignon. L'arbuscule est alors enveloppé dans une sorte de sac à l'intérieur de la cellule végétale. Et c'est au niveau de l'enveloppe de l'invagination que les échanges de substances nutritives se font par le biais de protéines de transport fabriquées par la plante, appelées transporteurs. Le champignon reçoit alors du sucre et des lipides, en échange de quoi il fournit du phosphore, des minéraux, mais aussi de l'azote, du zinc, du cuivre et bien d'autres choses. Ces échanges sont toujours contrôlés par la plante. La plante peut réduire ou couper l'approvisionnement si le champignon devient trop gourmand, en réduisant l'expression des gènes responsables de la production des transporteurs, ou en offrant plus de nouvelles invaginations aux arbuscules du champignon. Les arbuscules ont une vie très courte, entre 5 et 15 jours. Sans nouveau point d'échange, la plante peut rompre localement le partenariat avec la mycorhize. C'est un véritable système de sanctions et de récompenses orchestré par la plante et non par le champignon. Si la coopération se passe correctement, l'endomycorhize peut durer toute la vie de la plante, même après un changement de substrat. Et on peut toujours établir une relation symbiotique, même avec une plante âgée. Dans le commerce, on peut trouver de l'endomycorhize en poudre, qu'il suffit d'ajouter à l'eau d'arrosage. Les racines des plantes libèrent des exudats, comme des flavonoïdes. Ces signaux chimiques attirent alors le champignon mycorhizien, qui produit alors une molécule appelée myc-factor, qui informe la plante qu'un champignon ami approche, et la plante met alors tout en place pour pouvoir l'accueillir. Je trouve tout cela tout à fait fascinant. Mais est-ce réellement efficace?
Eh bien, comme je cultive la totalité de mes plants dans le même substrat, je n'ai absolument aucun point de comparaison. Les bénéfices de l'endomycorhize sont très variables d'une espèce à l'autre. Les cultivateurs d'adénium sur les forums semblent être réellement satisfaits, voire même étonnés par le pouvoir de l'endomycorhize. Toutes les plantes ne sont pas capables d'association avec des mycorhizes, et bien que des études combinant observation microscopique et analyse génétique ont clairement démontré la présence d'endomycorhizes chez bon nombre de représentants de la famille des Apocynaceae, dont fait partie l'adénium, je n'ai trouvé aucune étude du genre sur l'adénium, ou même chez le Pachypodium, ce cousin piquant de l'adénium originaire de Madagascar, qui présente exactement toutes les mêmes caractéristiques que l'adénium. Si vous trouvez une étude qui prouve ou réfute clairement la présence d'endomycorhize chez l'adénium, je serais ravi que vous la partagiez ici en lien dans les commentaires. Après cette longue parenthèse, retournons voir notre petit pied, âgé à ce moment de 2 mois et 9 jours. Comme il n'y avait aucun bourgeon sur le petit plant, la naissance de nouvelles pousses se fait un peu attendre. Mais le jeune plant finit par se ramifier. Je ne vais évidemment pas montrer la taille de la totalité de tous mes petits plants. Mais je vous en fais un petit dernier. Ici, j'ai taillé juste au-dessus du 3e étage. Opérationnels? Oui, ils le sont enfin. Enfin. Mais quels sont leurs objectifs? Là, vous n'êtes pas prêts. Ça va déchirer. Les adéniums sont prêts à terroriser la terre. Ça fait des milliers d'années qu'ils règnent sur le désert. Il est temps pour eux d'envahir la ville. Derrière les fenêtres, ils ont l'air immobiles. Les baobabs chacals pousseront l'humanité à l'exil. Le clan des adéniums en secret conspire. On peut s'attendre au pire. Ils ne connaissent pas la pitié. À leurs pieds, il faut se prosterner. Les roses du désert sont autoritaires, accros au pouvoir. Un seul objectif, agrandir leur territoire. Contrôler, dominer, c'est leur façon d'exister. Imposer, exiger, intimider, c'est leur façon de communiquer. Attention, les adéniums n'arrêteront que lorsqu'ils auront terminé leur mission. Les adéniums ont l'air inoffensifs. C'est vraiment... Excellent. Mais ils n'ont qu'un seul objectif, se répandre au-delà des frontières et conquérir d'autres univers. Univers, univers, univers. Grenade. Je connais pas la chanson du tout. Vas-y, coupe. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures pleines de chlorophylle.